Hashem Hashem. Bah, tu me dis j'ai lancé. Ben oui, c'est filmé. Ah, d'accord, ok. Ça se connecte. C'est connecté? Ça commence, c'est pas connecté encore. Ça filme. D'accord, j'ai compris. Ok. Donc je dis quand même bonjour. Chag Sameach. Moadim Nisimcha V'Sasson. Pesach Kasher V'Sameach. On est aujourd'hui le 13 du mois de Nissan, le 7 du mois d'avril, mardi. Shiur, d'abord et avant tout, juste avant, juste un instant. Leilun Nishmat Henri Aaron ben Avraham alav shalom, שהקדוש ברוך הוא יעלה את נשמתו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו. תודה רבה מורגן לוסקי היקרה, בנימין בן אהרון, בן ארבון, Laurent Ben Dayan, qui fait déjà tellement. Be'ezrat Hashem, Kamous Eliaou. Ok, ça c'est fait. Une grande réfoua shlema pour Léana Talia Simchat Nouna Bat Chana Anna Elna Refanala, Vitor Sha'ar Bene Israël. Une grande réfoua shlema pour Chana Bat Nouna. Que des bons résultats si Dieu veut. Avraham Yosef Ben Simcha. Madame Chouraki Elana, donc Be'ezrat Hashem, Eliaou Ben Mesaouda. Refoua Shema Refoua Tanefesh Refoua Tagouf. Amen ve Amen. Le shiur aujourd'hui, alors, est dédié pour une date qui avait déjà été commandée pour le 9, mais comme le 9 on sera Yom Tov, c'est pour la Askara de Aaron Ben Mesaouda, donc Etel Atea. Le shiur est pour toi, Be'ezrat Hashem, Sheniske, le Geoula Shlema, une grande atzlacha à Meir Soufan Ayakar, ou Bechol Asherlo, et tous les autres sur la liste, Be'ezrat Hashem Beito ou Bizmano. On parlera ce matin, dernière ligne droite avant, puisque demain je ne sais pas s'il y aura cours, pour le Seder du plateau de Pessah. Donc on avait commencé avec certaines règles, je voudrais revenir sur certains détails avec vous, avec l'aide d'Hachem, et puis un petit peu commenter en deux cours, l'un après l'autre. Donc on changera pour le nom de la personne. Le Seder du plateau de Pessah, vous savez, on a l'impression, tous les Pessah, de répéter les mêmes choses. C'est toujours ces trois matzot, l'œuf, le maror, le zroa, la charoset, le karpas, la chazeret. On a toujours l'habitude de prendre les mêmes habitudes. On a l'impression qu'on se répète non-stop par des cérémonies qui mènent à rien d'autre que dire voilà, ça arrive, voilà, c'est passé. Il y a un très très beau mashal qui a été donné par le Rav Shalom Schatz, le Admour Shalom Schatz, qui avait dit, le Mahadavardomé, un jour un homme possédait un cheval qui avait l'habitude de tourner autour d'une meule, comme ça, vous savez, pour concasser les blés, pour en faire de la farine. Et puis, le cheval, un jour, s'est mis à parler avec son maître. Il lui a dit, tu sais, depuis que je travaille pour toi, j'ai l'impression de tourner en rond. Parce que j'avance, mais j'avance toujours sur le même principe. Ça veut dire j'arrive toujours au même point de départ, de Pessah en Pessah, de Sukkot en Sukkot, de Shavuot en Shavuot. Et j'ai l'impression que je ne sers à rien, qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Et à ce moment-là, il lui a dit, tu n'as pas compris, regarde. Il lui a dit, retourne-toi. Hein. Il lui a montré comme ça une grande grange magnifique, avec énormément, mais énormément de sacs de jute remplis de magnifique farine, parfaitement tamisée, parfaitement propre. Et le cheval aurait répondu à son maître en lui disant, c'est quoi ça? Il lui a dit, tu vois, toutes ces journées où tu as tourné, toujours la même chose qui se répète, faites la soukha avec les mêmes arbat aminim, faites Pessah avec les mêmes nettoyages, et ainsi de suite, eh bien, en réalité, tu as engrangé, grâce à ton travail qui tournait en rond, tellement de ça que je suis devenu très riche. Ainsi, disent les Chachamim, quand vient Pessah, on a l'impression que c'est un rituel qui se répète d'année en année depuis la sortie d'Égypte, alors que pas du tout. Nous sommes en train d'engendrer un mérite qui rendra Be'ezrat Hashem la fin des temps extrêmement riche pour les enfants d'Israël, puisque ça apportera sur ce la Géoula. Donc ne voyons pas le Seder de Pessah comme une routine, surtout que cette année,
Comme le dit la blague, la dernière des questions à poser, c'est Manishtana Laila Azem Mikol Alelot. Quelle différence y a-t-il entre cette nuit et toutes les autres nuits? La réponse, on en aura beaucoup à donner par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où on n'est même pas en famille. La chazeret, vous avez été beaucoup à me poser la question, qu'est-ce qu'on met pour la chazeret? Il y a un très bon minax farad de prendre le cœur des salades. Vous savez, le cœur de la salade, le blanc concentré qui se trouve au cœur de la salade, peut tout à fait servir de chazeret pour le seder du plateau de Pessah, Bezrat Hashem. Pour le seder du Pessah, oui, ce que je voulais dire à propos du plateau, c'est qu'il y a une grande différence entre Pessah et toutes les autres fêtes juives. Même si on sait que la nuit de Pessah est plus élevée que toutes les autres nuits de l'année juive, plus celle encore de Yom Kippour, tellement cette prière est très importante, le seder de Pessah est très particulier, que c'est une mitzvah qui est la seule du judaïsme à être introduite en l'homme. C'est-à-dire que toutes les mitzvot de la Torah et du judaïsme que nous avons sont des mitzvot extérieures. Quand je mets les tefilines, quand je prends le lulav, quand je rentre dans la soukha, je rentre dans la mitzvah. Mais que la mitzvah rentre en moi, c'est la mitzvah de la matzah. Et pourquoi? Au sage de nous dire, parce que le Créateur du monde veut que tous les 248 membres de l'intériorité soient totalement possédés par la mitzvah. Ce qui fait que nous avons la lumière extérieure dans les fêtes du judaïsme, comme quand tu rentres dans le Shabbat, quand tu rentres dans un mikvé, quand tu rentres dans la soukha, quand tu rentres en Eretz Israël, tu es totalement pris dans la mitzvah. Donc tous les 248 membres et 365 tendons sont pris dans la mitzvah. Mais les sages nous disent que par contre, la différence avec Pessah qui se différencie totalement, c'est que c'est la lumière de l'intériorité qui est réavivée par le fait de consommer la matzah que l'on consomme, donc que l'on mange, qui tombe dans l'estomac. L'estomac le traduira et le réduira en une substance qui va passer par le foie, et ensuite ça arrive dans les reins, ce qui est trié, il va à droite, va à gauche, ça arrive dans le sang, et ça circule dans tous les membres du corps humain. Ce qui fait qu'en mangeant de la matzah, il y a une espèce de purification intérieure que seule cette mitzvah, que seule cette fête nous donne de toutes les autres fêtes du judaïsme. Ce qui est extraordinaire parce qu'en fin de compte, on voit que les shalosh regalim eh bien, sont composés de la lumière extérieure, le or hamakif, qu'on appelle la lumière extérieure comme la fête de Sukkot. On voit que la fête de Pessah, c'est le or apnimi, c'est la lumière de l'intériorité. Et on voit que la fête de Shavuot, c'est la lumière de la Torah qui, elle, englobe les deux, pour lesquels nous allons, Bezrat Hashem, chercher la Torah, étudier la Torah toute la nuit. On avance un petit peu pour qu'on puisse parler un petit peu de tout. Il y a 4 explications pour l'œuf. Donc on va en donner, on en a déjà donné, mais on voudrait peut-être revenir dessus. Il est possible de faire des requêtes à Kadosh Baruch Hu. Alors il y en a qui disent que comme ça. Notre raison qui nous offre le Meiri est que l'œuf en araméen se dit Béa. Bia. C'est le nom qu'on lui donne en araméen. Ce qui signifie tfila, prière. Cela pour nous rappeler que ce soir, le soir du Seder de Pessah, il est possible de faire des requêtes à Kadosh Baruch Hu et de se voir exaucé par le mérite de l'œuf qui est sur le plateau du Seder de Pessah, qui représente la joie et qui représente aussi le deuil, comme on l'avait expliqué par rapport à Tcha B'Av. Le Khatam Sofer explique que lorsque l'on cuit un aliment, plus on va le cuire et plus il deviendra mou. Ça, c'est des choses qu'on a déjà expliquées, tandis que l'œuf, lui, devient dur et bon au palais. Ok, je ne vois pas l'intérêt de le dire maintenant. On avance. C'est parce qu'on a déjà fait sur l'œuf. Oh, le karpas. Rappelle Yosef Hatzadik qui fut vendu à cause de sa tunique et qui engendra de la jalousie. Donc les frères ont été jaloux de Yosef Hatzadik et l'eau salée rappelle les larmes de nos ancêtres en Égypte. Donc nous avons 2 choses. Petit 1, le karpas qui rappelle la tunique de Yosef, la haine gratuite que les frères ont eue vis-à-vis de Yosef injustifiée, et l'eau salée que l'on met en dehors du plateau, absolument mettre en dehors du plateau de Pessah, rappelleront les larmes de l'esclavage des Juifs en Égypte. Et nous, Baruch Hashem, on le mange pour dire qu'on est sorti de cet esclavage et qu'aujourd'hui on est Ben Chorin. Alors on a l'habitude aussi de prendre de lire, avant le Seder de Pessah, Matzah, Motzi, Rorza, Magid, Rachatz, Karpatz.
Bechoulé, bechoulé. Donc on a l'habitude de faire, Kadesh. On fait d'abord le Kiddush, on fait tout un seder. Et si vous observez bien, Kadesh, Urchatz, Karpatz, Nachon, et Yachatz, comme on va le prendre, Magid, Rortza, quand on voit tout ce qu'il y a ici, on voit qu'il y a les lettres, il y a exactement 15 mots. Nachon. Les 15 mots, disent les Chachamim, correspondent au Yud-Ke d'Hachem. Ça veut dire que c'est le dévoilement du monde supérieur qui descend dans le monde inférieur. Mais combien on a de lettres? 60 lettres en tout, qui rappellent la Birkat Kohanim, qui est composée de 60 lettres. Et la reine Bezrat Hashem, quand on commence à lire, avant le Seder de Pessah, les 15 mots à prononcer qui vont annoncer les 15 titres du développement, nous faisons à ce moment-là, disent les Chachamim, descendre la Shekhinah sur toutes les tables de Pessah. Ce qui fait que, à propos des gens qui disent ils sont seuls pour Pessah, Chas v'Shalom, on n'est jamais seul pour Pessah, même si effectivement on n'est pas en famille. On prend la matzah du milieu et on la casse en deux. Pourquoi? Quelles sont les raisons à cela par rapport à nos explications? Pourquoi est-ce qu'on prend la matzah du centre et pourquoi est-ce qu'on la casse en deux? Dans le judaïsme, en général, tout est triologie, sans faire d'allusion au christianisme Chas v'Shalom, qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'expliquer. Kohanim, Lévi'im et Israël. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Bechen al Zaderer. La matzah du milieu est prise et on la casse en deux. Si on se réfère à ceux qui disent que ça représente Kohanim, Lévi'im et Israël, on comprendra que c'est donc la matzah du centre qui correspond à Lévi. Pourquoi d'abord on prend Lévi? Parce que la tribu de Lévi, pour deux raisons, qu'on va expliquer maintenant, c'est que la tribu de Lévi n'a pas participé à la faute du veau d'or. Et étant donné qu'elle n'a pas participé à la faute du veau d'or, elle est digne d'être le korban du centre, c'est-à-dire l'afikoman. Elle est digne de servir pour la Géoula. Pourquoi? Parce que quand on est sorti du pays d'Égypte, nous sommes sortis pour être libres. La faute du veau d'or, malheureusement, a arrêté le processus de la Géoula finale. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, on aurait eu le Olam Haba tout de suite. On aurait dévoilé Mashiach et c'était fini. Parmi les enfants d'Israël, Moshe aurait dit, sachez que de la tribu de Yehuda, eh bien, ça aurait peut-être été Caleb ben Yifouné, par exemple, qui se serait dévoilé en tant que Mashiach à cette époque. Mais malheureusement, la faute du veau d'or a été un obstacle au dévoilement de la Géoula finale. Velachen, étant donné que tous les Pessah peuvent dévoyer la Géoula, il est normal donc que ce soit la tribu de Lévi qui soit d'une certaine façon la symbolique de cette soirée que l'on va prendre au milieu des matzot, donc Kohanim, Lévi'im et Israël. Kohen, on ne peut pas, pourquoi? Parce que c'est Aaron qui a fait le veau d'or. Israël, parce qu'il a laissé faire la faute du veau d'or. Mais les Lévi'im, eux, se sont opposés farouchement à la faute du veau d'or. Donc, étant donné que si on se serait tous comportés comme les Lévi'im, on aurait eu la Géoula. Mais la reine, à chaque Pessah, on prend la matzah du milieu qui rappelle les Lévi'im en disant, eh bien, grâce à toi, peut-être que par ton mérite à toi, on pourra participer à tout cela. Si vous observez bien, on prend la matzah du milieu qui représente Lévi. Il y a une autre explication qui dit, mais pourquoi? Vada, je vais te dire pourquoi. Parce que de toutes les tribus qui furent en Israël, qui furent mises en esclavage en Égypte, la seule tribu qui ne participa pas à l'esclavage était la tribu de Lévi. Les Lévi'im avaient une vie royale en Égypte. Ils étaient comme des princes, ils étaient habillés avec de beaux habits, ils étudiaient la Torah. Pharaon connaissait la valeur de la Torah, il laissait les Lévi'im étudier la Torah. Donc Pharaon lui-même, il avait créé des kolélim en Égypte. Il a déblatéré des bêtises pour d'autres personnes. Donc comme ça disait le Chachamim, il les laissait étudier la Torah, il les laissait profiter des Maasrot et des Trumot pour se donner le mérite pour lui-même de garder les enfants d'Israël en esclavage. La tribu de Lévi n'est pas très bien venue dans l'histoire de la sortie d'Égypte parce que Avadim Aïnou le Pharaon Mitzraïm, nous étions esclaves en Égypte. Normalement, on aurait dû dire aux Lévi'im, tout comme des fois, par exemple, le Kohen est exempté de la mitzvah du Pidyon Aben. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même Kohen. Donc, il est exempté parce qu'il est lui-même concerné, à son degré à lui, par la mitzvah d'avoir un premier-né qu'on doit racheter du Kohen. Mais lui-même est Kohen, donc il en est quitte. On aurait pu dire que tout le monde doit faire Pessah, sauf les Lévi'im. Pourquoi? Parce que si à la Gadat Pessah, tu viens dire que tu as été sauvé du pays d'Égypte et de l'esclavage, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi? C'est une Edut Sheker. Pourquoi c'est une Edut Sheker? Pourquoi c'est un faux témoignage? Parce que les Lévi'im n'ont pas du tout ni de coup de fouet, ni maltraité, ni quoi que ce soit. Viennent les Lévi'im et ils disent, Nachon, vous avez raison. Seulement nous,
C'est vrai qu'on était dans des draps de soie pendant que vous étiez battus dans la boue et le titre en Égypte. Seulement nous, quand on étudiait la Torah, quand on était dans nos beaux habits, on n'a pas cessé de prier, de pleurer pour votre situation qu'on observait par les fenêtres et par les portes. On était mal pour vous. C'est pas qu'on a dit, bon, chacun ses problèmes, il y en a qui ont la chance, il y en a qui n'en ont pas. On a participé avec vous, on a été 100% pris dans cet esclavage et vos souffrances étaient les nôtres. La reine, le soir du Seder de Pessah, il y en a qui disent que pourquoi on prend la matzah du milieu et qu'on la coupe en deux, on dit on casse la matzah de Lévi, ma Péroucha d'Avar. Quand vous étiez les 11 tribus, vous en Égypte, on vous a cassé le dos avec des coups de fouet, alors tous les Seder de Pessah, c'est la matzah de Lévi qui est cassée pour rejoindre un petit peu l'esclavage d'Égypte de ceux qui eurent les os brisés par cet esclavage infernal et guéinamique. Mais la reine, on prend la matzah de Lévi et on la casse au centre, parce que si les autres ont été cassés, eh bien Lévi nous accompagne pendant toutes ces générations depuis la sortie d'Égypte en disant « Moi aussi j'avais le dos cassé de façon symbolique parce que vos douleurs étaient les nôtres ». La reine Lévi nous rejoint dans l'esclavage par le biais de casser la matzah du centre. Il y a encore beaucoup d'autres explications, comme la mer Rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que pendant le Seder de Pessah, nous allons raconter Dam, Sfardea, Kinim. Quand est-ce qu'on parle de la mer Rouge? Uniquement le 7e jour de Pessah. C'est là-bas que Béhémet, on rappelle le grand miracle de la mer Rouge, qu'on appelle de la mer Rouge, Shive'ai Shel Pessah. Mais en réalité, il faut savoir que l'événement de la mer Rouge, qui s'ouvrit en 12 ponts pour lesquels chaque tribu pouvait passer, eh bien, a été le miracle de tous les miracles des 10 plaies. Mais la reine, en souvenir de cette situation, nous prenons la matzah et on la casse en deux en souvenir de la mer Rouge. Ça veut dire que si Dieu, malgré le fait des 10 plaies, n'avait pas ouvert la mer pour qu'on puisse se sauver, pour qu'on puisse passer, eh bien, on n'aurait pas pu sortir du pays d'Égypte. Donc, en souvenir de la mer Rouge, il était normal de lui faire honneur le soir du Seder de Pessah, car même si on avait fait la sortie d'Égypte, si la mer Rouge ne s'était pas ouverte, on aurait été coincé entre le désert, les Égyptiens et la mer devant nous. La reine, il était normal de faire hommage à la mer Rouge, ce qui fait que quand vous prenez la matzah et que vous la cassez en deux, vous faites comme Akadosh Baruch Hu qui a fondu la mer d'une certaine façon pour que les enfants d'Israël puissent vivre la Géoula. La symbolique de casser cette matzah veut dire réellement qu'Iviachol, vous aussi vous pouvez être libre, car je peux casser tous les obstacles qui vous empêchent de vivre la Géoula. Il y en a qui disent que, vous avez remarqué qu'il y a une petite matzah, une grande matzah. Ron, Vav et Dalet. En général, c'est la lettre qu'on va essayer de faire. Vav et Dalet, on coupe en fin de compte en deux, avec la kavana de créer la lettre Vav et la lettre Dalet. Et donc, il y a un grand morceau et il y a un petit morceau. On a l'habitude de prendre le grand morceau et on en fait la ficomane. On prend la galette, tac, et on va la cacher. Et puis le petit morceau, on le remet entre les deux grandes matzot. Qu'est-ce que cela vient symboliser aussi? Comme ça, Bezrat Hashem, pour ceux qui n'ont pas étudié la Gada de Pessah, vous aurez de quoi un peu raconter, avec l'aide de Dieu, le soir du Seder de Pessah. Eh bien, elle vient faire allusion au Géoulot. Il y a deux grandes et extraordinaires libérations qui ont eu lieu dans l'histoire. La première est la plus symbolique de tous, même s'il y a eu la galoute de Babylonie, de Perse, de Grèce et de Édom qu'on n'a pas encore fini. Il y a, malgré tout, un événement. On ne fait pas, par exemple, la fête de la sortie des Juifs de la Babylonie. Pas de fête spécialement pour ça. On fête pas non plus la sortie de la Perse. On fête en Perse, Purim vient commémorer, d'une certaine façon, rappeler qu'on aurait dû tous mourir là-bas, mais c'est beaucoup plus tard qu'on est sorti de la Perse, et ce n'était pas un très bel événement, puisque les religieux sont restés en galoute et les Chilonim ont voulu construire le pays. On croit que l'histoire se répète. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la seule fête, qui est une commémoration de liberté en tant que peuple, c'est la fête de Pessah. Et ça représente le petit morceau que l'on remet sur le Seder de Pessah, c'est-à-dire que lui reste à table. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le grand morceau, on va le cacher. Ça s'appelle la ficomane. Les enfants, en général, doivent essayer de trouver la ficomane. On leur promet, à la fin de la fête, de leur donner un beau cadeau ou un billet pour les stimuler à chercher cette grande partie, ce grand morceau de la fête du Seder de Pessah. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une allusion. Que le petit morceau, en réalité, représente, malgré la magnificence extraordinaire de Beyat Chazaka ou Bezroan et Toya, la main extraordinaire de Dieu et le bras étendu que Dieu a eu pour nous, que Boré Olam, il a fait quelque chose de grand pour nous sortir du pays d'Égypte. Quelque chose où la nature s'est totalement renversée pour relever le niveau des enfants d'Israël et les faire sortir du pays d'Égypte, sur les ordres divins. Et le grand morceau, il représente quoi? La dernière Géoula.
pour nous dire qu'elle est restée cachée, on la cache. On ne sait pas comment va réellement, dans les moindres détails, avoir lieu la Géoula. Mais on a vu qu'on la cherche. Et on l'amènera au Seder de Pessah quand, à la fin du repas, on mange la ficomane. Ce qui fait que le premier morceau que nous laissons caché, le petit morceau entre les deux grandes matzot, représente quoi? La sortie d'Égypte. Et le morceau qu'on a caché représente, lui, de son côté, la Géoula finale. Bezrat Hashem, que l'on consomme à la fin. Ce qui veut dire qu'à la fin des temps, si Dieu veut, on mangera une autre forme de pain, une autre forme de matzah, celle qui représente la Géoula finale. Voilà, il y a encore plein d'autres explications. Le pain du pauvre, c'est pour ça qu'on le casse en deux. Les pauvres n'ont jamais de pain complet, ils ont toujours une petite partie, des morceaux. Nous, on s'arrêtera là pour ce premier shiur et on recommence tout de suite pour commenter un peu la Gada de Pessah afin que ceux qui ne la connaissent pas très bien pourront commenter, dire voilà ce que je sais sur la Gada de Pessah et donner un peu d'épices, Bezrat Hashem, à cette magnifique soirée qui nous attend tous demain soir, et si Dieu veut, avec la Géoula finale. Amen. À tout de suite.